Bonjour Déborah Wadman. Bonjour Anne-Céline. C'est vraiment toujours un plaisir de vous rencontrer. Pareillement. Alors déjà, j'ai l'honneur d'interviewer la première femme chef d'orchestre permanent de France, donc c'est un véritable honneur. Et en plus, c'est vrai que ça fait quelques fois que je vous rencontre et je trouve que vous êtes une femme d'orchestre dans le sens du terme, c'est-à-dire vous aimez diriger et vous avez aussi toute cette délicatesse et cette sensibilité à travers votre direction. Comment vous sentez-vous aujourd'hui à l'aube d'une perspective de reprise depuis tellement de temps que vous n'avez certainement pas vu de public dans les salles? Oui, en effet, depuis octobre, on devait faire le premier concert. Vous m'avez interviewé d'ailleurs. Et il y a eu pile les confinements. Après, on est resté très actifs, mais devant des salles très vides, et devant des caméras, devant des micros. Et là, aujourd'hui, c'est comme vous dites, c'est une espèce d'aube, vers une renaissance de la culture. Je pense que même tous les artistes le sentent comme ça, parce que c'est du jamais vu. Jamais personne n'a vécu ce silence de cette façon. Et il y a une grande envie des enfants transmettre à des êtres vivants. C'est ce que je sens ici dans l'orchestre, c'est ce que je sens moi-même. Une grande envie de finalement rencontrer le public avignonnais particulièrement et de leur montrer un peu tout ce que je peux faire avec cet orchestre et les chemins que nous allons entamer. Alors c'est vrai que pour autant, l'Orchestre national Avignon-Provence a été très actif quand même pendant ces périodes de confinement. Comme vous l'avez dit, vous avez eu beaucoup affaire à des caméras, des micros. Vous avez fait des enregistrements aussi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous Bien rappeler sûr. un peu tout ce que vous avez réalisé depuis Avec plaisir. le mois d'octobre? Nous avons fait donc 2 disques. Un disque sur Napoléon, qui sortira un peu plus tard, et un disque sur la compositrice Charlotte Sohi. Donc, en fait, c'est une compositrice française, début 20e. Et c'est une compositrice où j'ai eu la chance de rencontrer une de ses grandes symphonies, donc la symphonie Grande Guerre. Je viens de sortir un livre à ce sujet, aussi chez Robert Laffont. Et donc, ça raconte un peu l'aventure de cette découverte et comment, d'un manuscrit qui n'a pas été joué depuis 100 ans, on a réussi à faire une création mondiale. Et là, on va faire un enregistrement en juillet à Radio France. Et donc, je voulais faire connaître à l'Orchestre Avignon cette musique de Charlotte Sohi, pas cette symphonie parce qu'elle est trop grande orchestre. Il y a 3 trombones, il n'y a pas de place, on n'a pas cet effectif. C'était au départ, mais c'était un peu cher. Et en fait, finalement, on a pris d'autres pièces pour lyrique, des mélodies. Et on a enregistré ça, et ce que j'ai trouvé ici, c'est que les musiciens ont beaucoup aimé tout de suite cette musique. Donc ça, c'est le 2e disque qu'on a enregistré. Et mis à part ça, on a fait des web-séries, des teasings pour l'année prochaine, puisque justement cette redécouverte des compositrices, c'est un peu un sujet que je porte. Quand j'ai découvert que dans les grands répertoires que je connais tant que musicien classique, il n'y en avait pas, je me suis posé la question pourquoi, est-ce que leur musique n'était pas assez bonne? Et donc je suis allée voir, et en fait leur musique elle était superbe, sauf qu'elle n'était pas passée à l'histoire. Donc, parce que c'est des compositrices ou parce que... Donc il y a beaucoup d'explications. Une, c'est parce que c'était certainement des compositrices. Et les livres d'histoire ne mentionnent aucune. Donc si elles étaient actives quand elles vivaient, pourquoi aucune n'est passée à l'histoire? Est-ce que toutes étaient mauvaises? Donc c'est là que je me posais cette question. Bien sûr, j'ai caricature, mais donc j'ai découvert des musiques très belles, et on a fait avec l'Orchestre d'Avignon 2 temps, et on a fait des web-séries sur la compositrice Louise Farinck, où on a vraiment donné envie aux gens en leur montrant les repères d'écoute sur la première symphonie. Donc ça, on était très actifs. Et alors, vous avez parlé d'un livre, donc vous êtes auteur aussi? Oui, co-auteur, parce que naturellement, le français n'est pas ma langue maternelle. Donc c'est Pauline Sommelet qui est la plume de ce livre, et qui est une journaliste de France Musique. Et moi, je suis un sujet, parce que c'est un portrait croisé entre Charlotte Sohi et moi. Et donc l'histoire, et apparemment, c'est ce que disait Pauline, c'est qu'il y avait tellement de résonances que c'est comme si nos destins étaient liés. Donc c'était tellement chanté de faire ce livre ensemble, c'était incroyable comme découverte. Par exemple? Par exemple, elle a une grande filiation avec sa maman. C'est sa maman qui lui a vraiment transmis la musique. Quand elle est chanteuse, donc elle est pianiste, elle accompagne sa maman qui est chanteuse.
moi, j'ai eu cette relation avec ma mère qui est aussi chef d'orchestre et qui m'a vraiment transmis ça. Sans elle, je pense que je ne l'aurais pas fait. Après, il y a d'autres, même des coïncidences géographiques. Son mari, à Charlotte, a créé un opéra au Havre. Et alors, c'est à partir du Havre, en France, que mon grand-père, qui est issu de Pologne, est parti au Brésil, avec quelques années de différence. Donc, c'est assez incroyable de voir. Aussi, il y a une histoire de nom. Et la Charlotte Sohi, c'est son nom en fait maternel. Elle n'a pas gardé son nom de père parce qu'elle voulait se différencier de son mari, Marcel Labbé. Et comme ça, ils sont tous les deux compositeurs différents. Lui aussi, il était compositeur et chef d'orchestre. Et moi aussi, j'ai gardé mon nom de ma mère. C'est une longue histoire. Et Waldman, c'est en effet le nom de ma mère. Donc, c'est des regards croisés entre différentes époques. Oui. Et des connexions, en fait, qui finalement sont intemporelles puisqu'elles vous relient absolument. Et donc, ce livre, il sort quand exactement? Il est sorti en début mai. Il s'appelle La symphonie oubliée, puisqu'on l'a refait vivre. Et là, il est en train donc déjà de distribuer. Je vais faire une dédicace le 18 juin à la Comédie Humaine à Avignon. Et puis, il va être vendu un peu à chaque concert. C'est un petit... Petit plus. Oui, voilà, un petit plus. Et pour faire aussi promouvoir les disques de l'orchestre qui va sortir en février 22. Alors, premier concert de réouverture demain avec Hommage. Oui. Hommage, ça veut dire quoi pour vous? Et il y a plusieurs sens à Hommage, comme tous les titres que je donne. Donc, Hommage, c'est un sens parce qu'on commémore le centenaire de sa mort, donc 2021. Hommage parce que la symphonie numéro 5 de Mendelssohn était écrite hommage à Bach. Et hommage aussi à la Réformation, donc 300 ans de la Réformation, quand Mendelssohn l'a écrit en 1830. Donc il y a beaucoup d'hommages croisés. Et c'est un peu hommage à la culture pour nous. Dire, ben, voilà, la culture existe et on ne peut pas vivre sans la culture. Alors vous êtes très pertinente dans le choix de vos thématiques de concert, si je veux dire, ça donne aussi une autre énergie pour la programmation culturelle. Alors vous avez une programmation justement culturelle cet été très dense, régionale, vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Tout d'abord, il y aura donc une grande tournée avec Julien Chauvin, le violoniste, qui va jouer un répertoire baroque avec l'orchestre. Et puis après, donc, le mois de juillet, nous avons le Festival d'Orange, où on va jouer The Kid, donc Charlie Chaplin, l'orchestre et film. Et si vous connaissez ce film, oui, voilà, irrésistible. Même sans la musique, il est déjà irrésistible. Donc avec musique, c'est encore plus incroyable. Et puis nous avons le grand projet lyrique avec Diana Damrau et Nicolas Testé, avec le musical du Luberon, le 29 juillet. Et là-bas, on va jouer donc que des grandes pièces lyriques, avec donc la star Diana Damrau, et il y aura aussi une filleule à elle, parce que comme maintenant les grands artistes ils aident les jeunes qui ont un peu perdu à cause de la pandémie, à s'en sortir, et puis donc elle a pris sous ses ailes une filleule, oui, Louise Nuguet. Et puis après la rentrée? Et la rentrée, j'espère déjà que c'est lieu, disons. On va dire que... Mais elle est toute au taquet, elle est toute bouquée, mais depuis au moins avant le confinement, en fait. Bien sûr. Donc, on a des très, très belles choses. Concert symphonique, concert en région, qu'est-ce que je peux vous dire? On va retrouver les compositrices tout au fil de la... Et là, je pense que c'est une première en France où à chaque concert symphonique, à peu près, mis à part 2, il y a une œuvre d'une compositrice de l'histoire. Et puis, on aura bien sûr le grand répertoire, un grand partenariat avec l'Orchestre national de Montpellier. Nous allons faire la 5e de Mahler. Donc là, voilà, enfin, on va se retrouver donc à 16 premiers, 8 contrebasses et tous ces grands effectifs. C'est bien pour l'orchestre de temps à autre. Et puis, la 3e de Beethoven, la 4e de Brahms, c'est des très, très beaux projets. Et tout ça, on espère, à l'Opéra Centre? Oui, tout à fait. Donc, mêler cette histoire de la musique, mêler le patrimoine aussi, ça résonne aussi. J'imagine qu'il y a une énergie aussi nouvelle de vouloir partager cela avec le public? Oui, puisqu'il y a un lieu d'accueil, un écran, comme on dit. Et c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de s'épanouir. Et c'est plus agréable et attractif pour le public, n'est-ce pas? Et j'ai eu la chance donc de faire connaissance de cet opéra, parce qu'on a fait Don Giovanni avec l'orchestre. Le film apparaît vendredi prochain. Et c'est vraiment un super, super lieu. Donc, je souhaite vraiment de tout cœur que tout le monde vienne le découvrir.
Alors, est-ce que vous avez imaginé des thématiques aussi pour la saison prochaine qui donnent envie justement de venir parce que ça suscite la curiosité Oui, vous allez avoir des titres assez passionnément, miracle, espoir. Voilà, j'ai essayé, parce qu'on était en confinement, de faire plutôt des choses positives et de dire qu'après cette période difficile, on va quand même s'en sortir et faire vivre plus que jamais, comme on dit, la culture. Alors, Miracle, ça résonne avec quelle musique, par exemple? Le Miracle, c'est tout simplement la symphonie de Haydn qui s'appelle Miracle. C'est trop facile. Alors, passionnément? Et passionnément, c'est en fait une ouverture d'Augusta Holmes, une compositrice française romantique, qui a écrit cette pièce qui s'appelle La nuit et l'amour. Donc déjà, ça donne envie. Et puis, il y aura le concerto de Tchaïkovski pour piano, et puis la symphonie de Dvořák. Donc, tout ce romantisme, je me suis dit, bon, passionnément, c'est quand même un fil rouge de toutes ces musiques-là. Et il y a Espoir avec Mozart, avec la ouverture Faust d'Emilie Mayer. Et Faust, toujours pour moi, ça donne cette histoire de tragédie, non? Mais à la fin, il y a un grand espoir pour l'humanité. Parce qu'elle dit à la fin, bah, l'éternel féminin nous élève, n'est-ce pas? Et je trouve que ça, c'est un grand espoir. Donc, il y aura la 4e de Brahms, bien sûr. La 5e de Mahler, je ne l'ai pas nommée. Et le premier et dernier concert, Héroïque et Maestoso. Voilà, un peu des choses, des caractères que je souhaiterais que le public cherche et trouve dans la musique. Comment vous viennent ces noms de thématiques? Qu'est-ce qui vous inspire? Comment vous y réfléchissez? Est-ce que vous y réfléchissez tout le temps? Je crois savoir que vous êtes quand même très actif aussi, que vous avez du mal à vous poser. C'était une partie prise pour le projet d'Avignon, c'est d'impliquer le public autrement, avec l'imaginaire, en essayant de, comme on avait déjà parlé, de qu'il ait une écoute active. Donc mon idée, c'était une invitation à travers un mot-clé qu'il peut prendre ou laisser, ou bien rejeter. Mais c'est mon invitation. Voilà. Et puis il la trouve et il la cherche, mais en tout cas, il est tout le temps actif. C'est ça l'idée. Et comment ça vient, en fait, évidemment, ce n'est pas un truc qui se trouve tout le temps. Ça peut être sur un passage et puis plusieurs passages dans plusieurs pièces. En fait, c'est la musique qui vous amène… au mot, oui, bien sûr. C'est jamais l'inverse. Voilà, oui. Vous faites d'abord la programmation, oui. Les choix musicaux, et après… ça… Et après, j'ai dit, mais qu'est-ce que donc on peut trouver à ces 3 pièces qui sont tellement bien ensemble? Ah, ben voilà, il y a ces mots qui pourraient les relayer. Je fonctionne comme ça. Vous êtes optimiste, Déborah? Oui, on est obligé. On est obligé. Et du coup, c'est quelque chose que vous transmettez aux musiciens? J'essaie, oui. J'essaie d'être toujours positive, toujours… c'est un peu ma façon d'être aussi très souriant. Et je ne sais pas si c'est bien ou pas, au fur et à mesure, de rester toujours souriant. ça aussi en même temps, avec le masque, on ne voit plus, donc… Mais quand je dirais, je suis toujours testée, donc je suis sans masque. D'accord. Donc j'ai le droit. Droit au sourire, disons. Qu'est-ce que vous espérez pour les prochaines années de votre direction de l'orchestre? Mettre en œuvre effectivement toute l'énergie que vous avez mis, même si ça s'est arrêté presque, on va dire, à une saison. Ça n'a pas commencé pour moi. Presque, voilà. Ça n'a pas commencé. Parce Dans que quel état d'esprit vous êtes là pour le futur? Là, je voudrais… On a travaillé d'autres choses. Donc c'était aussi fructueux dans d'autres aspects. Des choses que j'aurais jamais pu faire. Par exemple, les SOI, j'aurais jamais pu faire si la saison se serait tenue. C'est une chose que j'avais en tête depuis 6 ans. Et là, comme il y avait tout annulé, il fallait faire des choses innovantes. Et donc, on a sorti tout ça. Et là, ce que je souhaite pour l'avenir, c'est vraiment consolider ce répertoire de l'orchestre aussi, donc symphonique, avec aussi les compositrices, et mener un vrai travail sur les territoires et avec le public et les nouveaux publics aussi. On va mettre en place Demos, bien sûr. C'est un projet qui amène la musique classique à des enfants. Vous allez mettre en place, le projet Demos. D'accord, c'est quoi? Alors, c'est un projet qui amène la musique classique à des enfants défavorisés, des quartiers. Et en fait, on s'engage on leur prête des instruments. On leur fait des cours gratuitement. Et pendant 3 ans, on les accompagne comme ça sur une formation musicale un peu atypique, un peu… populaire, peut-être? Oui, c'est toujours la musique classique, mais ce n'est pas, disons, comme les conservatoires, où ils n'ont pas le solfège. Tout ça passe à l'oral et c'est petit à petit. C'est d'abord l'oral et après l'écrit. C'est un peu comme on apprend à lire et à écrire. D'abord, on parle et après, on lit et on écrit.
Donc c'est dans cette philosophie qu'ils ont créé ce projet, inspiré du projet El Sistema au Venezuela, qui a aujourd'hui 40 ans et qui a formé des milliers de gens. 40 ans. 40 ans, oui. Et d'ailleurs, le grand chef Gustavo Dudamel, aujourd'hui à l'Orchestre de Paris, de la Bastille, de l'Opéra de Paris, il est né de ce système. Donc c'est incroyable et nous allons le mettre à Avignon aussi. Donc ça, c'est déjà... Ça existe en France déjà Ça existe en France depuis 10 ans. D'accord. J'en faisais partie depuis 10 ans parce que je trouve que c'est un projet incroyable. Oui, effectivement. Et ça change la vie vraiment de ces enfants et ça montre aussi aux professionnels de dire, regardez, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance comme vous d'avoir un instrument dans les mains naturellement et qui pourtant pourraient être attirés à ça autant que vous. Donc garder une certaine humilité face au métier et c'est vrai que ça change vraiment leur vie. Donc à partir de septembre prochain, normalement, c'est sur Avignon. C'est magnifique. Oui, et j'espère vraiment fidéliser aussi donc, tout type de niveau de public, tout connaisseur, le plus grand connaisseur, il y a des propositions pour lui. Celui qui ne connaît rien mais qui voulait s'intéresser, celui qui a peur et qu'on dit bah, venez découvrir, il ne faut pas avoir peur en fait. Mais en fait, la musique, ça ne fait pas peur. Oui, mais des fois les codes font peur un peu aux mais gens. Vous avez on a l'impression que vous, quand même, vous bouleversez un peu les codes. C'est ce que j'essaye. J'essaye, oui, absolument. Vous avez compris. Alors, vous avez parlé d'humilité, vous avez parlé de passion, vous avez parlé de romantisme. C'est ce qui vous définit quelque part? C'est vrai. Je n'ai pas pensé comme ça, mais peut-être. Je vais y réfléchir. Merci beaucoup, Déborah. Merci à vous. Merci infiniment. Merci.